Bonjour, bienvenue à cette émission qui fait partie de la série Sustainability Unpacked, réalisée par l'Institut Sustainability de SCP Business School. Je suis Valentina Carbone, professeure à l'école sur le campus de Paris et je reçois aujourd'hui mon collègue Aurélien Acquier. Bonjour Valentina. Bonjour Aurélien, aujourd'hui tu viens nous présenter un acronyme, The Push of Climate Risks, Oui. right? Et faisons-le en français, je ne sais pas pourquoi je me suis lancée en anglais, mais pourquoi et qu'est-ce que se cache derrière cet acronyme que tu veux partager avec notre audience? Alors le pourquoi d'abord, pourquoi introduire un acronyme pour décrire les risques climatiques? Parce que en fait, ça fait des années qu'on forme des managers, qu'on forme des décideurs sur les sujets du changement climatique et des risques climatiques. Et ce qu'on observe en fait, c'est que deux choses, les risques climatiques sont quand même super complexes, ont des propriétés très spécifiques qui Même font à que... apprendre, tu veux dire, c'est ça? Exactement. Et à appréhender et aussi à enseigner. Mhm. Et c'est extrêmement important pour pouvoir prendre des décisions pertinentes sur le sujet des risques climatiques, d'avoir une manière assez synthétique, assez simple de faire passer des messages complexes. Et donc c'est vraiment le challenge qu'on s'est donné avec cet acronyme PUSH, c'est trouver une manière condensée de décrire ce qui fait la spécificité des risques climatiques. Alors, commençons à décortiquer PUSH. Ouais. Vas-y. Alors PUSH, c'est du coup 4 dimensions qui, d'après nous, permettent de caractériser les traits essentiels du changement climatique. Le P, d'abord, c'est la notion de prédétermination. Les risques climatiques sont prédéterminés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une partie significative des changements climatiques à venir est déjà inscrite dans le présent. Alors ça vient d'aspects biophysiques déjà. Le fait qu'aujourd'hui, on émet l'équivalent de 60 gigatonnes d'équivalent carbone dans l'atmosphère chaque année, et qu'en fait, tant qu'on continuera à émettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, le réchauffement, il va continuer. Et donc, même si on réduisait, on continuerait à réchauffer le climat moyen sur Terre. Tout à fait. Et donc, ça veut dire que le temps qu'on arrive à la neutralité carbone, qui est quand même un concept qui reste assez hypothétique, en fait, le climat va continuer à se réchauffer. Et il y a des aspects vraiment purement aussi socio-techniques. On ne change pas un système énergétique du jour au lendemain. Et donc, toutes les inerties technologiques, toutes les inerties techniques, là, en fait, elles font que le changement climatique futur, il est déjà là, quoi. OK, donc P comme prédéterminé. Absolument. U comme? Alors, U comme unprecedented en anglais ou unique en français. Alors là, le message, c'est de dire, en fait, les conditions dans lesquelles on est sont d'ores et déjà sans précédent. C'est-à-dire, à l'échelle de l'espèce humaine, on n'a jamais respiré un air aussi carboné qu'aujourd'hui. Et donc ça, c'est un point qui peut sembler anodin, mais qui est quand même fondamental, parce que finalement, notre expérience passée, très souvent, on agit en fonction de notre expérience passée. Quand on perçoit un danger, c'est parce qu'on l'a perçu dans le passé. Mais ici, notre expérience passée, c'est un très mauvais guide, parce qu'on est rentré dans une situation inédite. Et alors, c'est important parce que, en gros, plus on rentre dans ces situations inédites, moins les systèmes fonctionnent comme ils devraient fonctionner. Alors, un exemple qui a rien à voir, enfin qui est lié au climat, mais que je pense que tout le monde arrive à appréhender, c'est le fonctionnement de la climatisation. Donc, une climatisation, ça a un domaine technique de fonctionnement. On sait qu'au-delà de 45 à 50 degrés, la performance des climatiseurs, elle s'effondre. Tout à fait. Jusqu'à devenir quasi impossible à faire tourner, sauf avec des consommations énergétiques absolument monstrueuses, etc. Et donc ça illustre quoi? Ça illustre le fait que nos systèmes techniques ils sont caractérisés par des effets de seuil. Quand on sort d'un domaine donné, la performance du système ne répond plus, ne fonctionne plus. Et comme on est en train de sortir de ce seuil, c'est exactement. Ça le message. Et donc les messages, typiquement 45 à 50 degrés, c'est des scénarios climatiques qui sont à venir, y compris dans des climats qui aujourd'hui sont plus tempérés, quoi. Donc, nature unique de ce type de risque, S pour? S pour systémique. Et là, en fait, quiconque a un peu travaillé sur les sujets de climat sait qu'on est dans des systèmes qui sont très difficiles à modéliser parce qu'il y a des effets dominos de partout. Quand on passe des points de bascule, par exemple, en fait, on va casser une partie du système de régulation du climat, ça va avoir des effets en ricochet sur d'autres systèmes de régulation du climat. L'ensemble peut s'emballer. Et donc ça, c'est une complexité systémique. À une échelle plus organisationnelle, il y a plein d'exemples aussi qui montrent qu'il y a de très gros risques qui ne sont pas contrôlés par les organisations. Et ça, c'est terrible en matière de risques climatiques. C'est que souvent, les plus gros risques sont des risques qui
sont difficiles à contrôler dans le cadre en dehors classique. du contrôle direct. Un exemple pour ça, c'est l'entreprise Stadler, qui est en fait une entreprise qui fait du matériel ferroviaire, qui est basée en Suisse et qui a une partie de ses opérations dans différents pays européens, et notamment une grosse usine à Valence. Alors Valence, on a tous en tête les énormes inondations qui ont eu lieu en 2024, et en fait, l'entreprise a eu de la chance quelque part parce que son site de production n'a pas été directement affecté par les inondations. Par contre, l'entreprise a perdu des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a des fournisseurs qui ont été très très sévèrement touchés, ce qui a mis complètement à l'arrêt ces chaînes de production. Et elles ont été mises aussi à l'arrêt par le fait que les travailleurs ne pouvaient pas accéder à leur site de production ou avaient été eux-mêmes affectés par les inondations. Donc ça, c'est une illustration du fait que pour les entreprises, il y a beaucoup de risques climatiques qui débordent en fait le périmètre classique. Et finalement, le H. Le H, c'est l'hétérogénéité. Donc, c'est le fait que les risques climatiques qui sont hétérogènes, c'est pas du tout les mêmes d'une géographie à l'autre, mais c'est pas du tout. C'est-à-dire, ce qui va marcher, par exemple, sur notre campus de Madrid à l'ESCP, va pas marcher sur le campus de Paris ou de Berlin. Et donc, il y a un aspect très idiosyncratique, très lié à la géographie, qui va faire qu'une solution d'adaptation bonne dans un contexte donné va pas être du tout pertinente dans un autre. Il y a aussi un caractère très hétérogène en fonction des organisations. Il y a des organisations qui vont être tout à fait capables d'encaisser un risque et d'autres qui vont être très très vulnérables à un même risque. Pensez par exemple à la situation d'une PME. Une PME, souvent, va avoir des actifs très ancrés dans un territoire. Cette PME-là, elle va être extrêmement vulnérable si elle se trouve sur une zone qui est affectée par un risque climatique, là où une entreprise qui est beaucoup plus grosse, diversifiée, qui a des actifs partout sur le globe, va être beaucoup moins vulnérable. Bon, très bien. Donc, on a compris que ces risques sont prédéterminés, uniques, systémiques et hétérogènes. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux décideurs, que ce soit des managers, des acteurs publics? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Prenons l'exemple de la nature prédéterminée de ces risques. Quel apprentissage on peut en retirer? Alors effectivement, le modèle push, il a de sens que si on le connecte avec la prise de décision. Oui. Alors l'aspect prédéterminé, il est fondamental parce qu'il a des implications directes sur la prise de décision et les investissements. Par exemple, si vous êtes dans une entreprise, dans une organisation et que vous faites des investissements de long terme, par exemple la rénovation d'un bâtiment, toute la question qui va se poser, c'est quel est le scénario climatique que vous faites par rapport à l'horizon et la durée de vie de cette infrastructure. Si votre bâtiment il est rénové et vous faites l'hypothèse qu'il va être utilisé pour les 50 ans qui viennent, ça veut dire qu'il faut que vous faites un scénario d'adaptation de ce bâtiment pour les conditions à venir sur les 50 prochaines années. Si vous ne le faites pas, vous faites ce qu'on appelle de la maladaptation. C'est-à-dire que votre investissement, au moment où il est livré, est déjà obsolète par rapport aux conditions climatiques futures. Tout à fait. Est-ce que tu aurais un exemple? Prenons un autre facteur, l'hétérogénéité. Alors, juste sur la question de la prédétermination, il y a un autre exemple, avant de passer à l'hétérogénéité, c'est la question de l'assurance. Si on regarde la manière dont nos assurances fonctionnent aujourd'hui, le paradigme dominant, c'est celui de reconstruire à l'identique. Donc vous avez eu un sinistre, votre assurance prend en charge et vous allez reconstruire à l'identique. Et ça, ce n'est pas du tout pertinent si on prend en compte le caractère prédéterminé du changement climatique. Donc là, en ce moment, il y a d'ailleurs plusieurs processus juridiques et légaux pour dire attention, il faut passer à un autre paradigme qui est le paradigme du Build Back Better, c'est-à-dire reconstruire plus résilient que ce qu'on avait auparavant. Et ça, c'est un changement de paradigme qui est tout sauf évident, parce que ça change quand même beaucoup de business model pour les assurances, pour les assurés, etc. Et c'est un changement nécessaire. Un exemple rapide de l'hétérogénéité? Alors sur l'hétérogénéité, j'ai évoqué la question des petites et moyennes entreprises. Là, on peut reprendre cet exemple-là et se dire qu'il y a des filières, par exemple, dans lesquelles vous avez beaucoup de structures de taille petite ou moyenne. On peut penser, par exemple, à l'agriculture. Et l'agriculture qui est évidemment un secteur particulièrement exposé aux effets du changement climatique. Et là, par exemple, on se dit ce genre de situation organisationnelle, il faut s'en préoccuper et ça devrait être un axe majeur des politiques publiques et aussi des politiques de filière, de se dire comment est-ce qu'on équipe ces acteurs qui sont eux-mêmes par nature très mal équipés pour anticiper les effets futurs du changement climatique et qui sont particulièrement vulnérables. Bon, merci beaucoup. Je pense qu'on peut tirer beaucoup de leçons de cet exposé, notamment le besoin de renforcer le management des risques,
de façon collective, ancrée souvent dans un territoire, et apprendre à naviguer ces contextes très incertains et très push. Merci Valentina.